Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager l'interview de l'auteur Bati Asimba. Alors, Bati Asimba est auteur et dessinateur de bande dessinée, il est journaliste et enfin auteur de romans. Bati Asimba, c'est également une véritable mémoire vivante en ce qui concerne la bande dessinée congolaise et l'histoire de la musique congolaise. Alors, cette interview a été menée avec l'aide de mon complice José Mabita. Alors, José, critique littéraire et créateur de la Bibliothèque Congo. Alors, je vous dis déjà à très vite et je vous laisse avec l'interview de l'auteur Bati Asimba. Bonne écoute. Voilà, écoute, Bati Asimba, bonjour. Bonjour. Et donc merci pour cette interview que nous réalisons donc pour le compte d'Africly. Alors aujourd'hui, le but c'est un peu de faire connaissance avec toi, même si, en tout cas, faire connaissance, en tout cas pour le peu qui ne te connaissent pas, puisque tu fais quand même partie tu es une grande figure du monde culturel congolais. Et donc c'est un peu ça qu'on va essayer de découvrir, peut-être d'autres facettes, parce que bon, tu as déjà fait beaucoup d'interviews, tu es connu, tu es quand même une personnalité culturelle. Et moi, ce que je voulais savoir, c'est donc, tu es né dans le Haut-Uélé, si je ne m'abuse. Non. Disons, cette province-là est Mieti, la province du Haut-Zaïre, à un moment, province orientale, aujourd'hui, la Tchopo. Voilà. D'accord. La Tchopo. Le Tchopo. Ok, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu es né à la Tchopo, d'après ce que j'ai regardé comme ta biographie, et tu es venu 10 ans plus tard à Kinshasa. C'est bien ça? Mais je ne suis pas venu comme ça, il y a un voyage normal. Et j'avais 9 ans quand la guerre a éclaté avec Sangani, la guerre des Moulélé, et puis on a quitté la maison, on est allé dans la forêt avec mes parents. On a passé 2 ans et demi, presque 3. Et puis on est allé comment? Moi je ne suis pas l'aîné de ma famille, je suis le 5e. Et vous imaginez un couple comme ça avec 11 enfants, on était 11. Ok. Et j'avais 8-9 ans. Et un couple avec 11 enfants, vous quittez la maison comme ça sans rien, pas de trousse médicale, pas des greniers, rien du tout, pas de vêtements de rechange. Et puis on est allé Népal, puis on s'est retrouvés dans la brousse, on est resté 2 ans et demi. Et heureusement pour nous, nous sommes sortis tous les 12 vivants. On a vu des morts, des grandes personnes, des enfants, des bébés, des femmes. Nous sommes sortis indemnes de cette affaire, je ne sais par quel miracle. Et donc voilà, c'est comme ça que on s'est retrouvés à Kinshasa. Eh bien, écoute, tu viens de répondre à ma question parce que je voulais justement savoir comment est-ce que ce jeune quitte la Tchopo pour Kinshasa, dans quelles circonstances. Donc, tu viens de répondre à ma question pour en arriver au fait, justement, après, en tout cas, bon, ça je découvre aujourd'hui, mais après avoir vécu tout ça, ce jeune qui arrive à Kinshasa, quel est le regard qu'il jette sur cette capitale? On est en 66, je pense. Oui, 66, exactement. Voilà, quel est le regard de ce jeune-là qui découvre cette vie à Kinshasa par rapport, surtout, on va en venir à ce que tu fais aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas en arriver à là, alors que tu arrives à 10 ans à Kinshasa? Qu'est-ce que tu trouves comme environnement? Je crois que je n'ai pas découvert Kinshasa. Je suis arrivé à Kinshasa sans mémoire. D'accord. Ma mémoire est restée avec Sangani une grande partie de ma vie. Et le reste de mon corps qui est arrivé à Kinshasa, c'était une partie révoltée. Je me disais à un moment que je dois me venger, en fait. Ce que j'ai vécu à cet âge-là, ce n'était pas possible. Me venger comment? Il faut que j'écrive des dénonces, en fait. Ce que j'ai vu. En grandissant, j'ai lu quelques livres sur la rébellion mouléliste, sur la rébellion de Kisangani, sur plein de trucs. Je n'ai pas vu vraiment ce que moi j'ai vécu. J'ai dit, mais pourquoi ils cachent des choses? À un moment, je vais dire ce que j'ai vu et je vais dénoncer. Mais comment, je ne sais pas. Donc c'est la violence, cette violence que tu as vécue, pour l'instant, à ce moment-là, c'est vraiment ce qui te marque. Je crois que ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, ça influence et puis ma littérature. J'ai pu tout faire, mais à un moment, je tourne un peu vers la guerre et des choses comme ça. Je ne sais pas me sortir de ça, quoi. D'accord, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Et donc, de nouveau, ma question, je vais peut-être la répéter. Comment est-ce que ce jeune-là, avec toute cette révolte, si on peut dire ça comme ça, cette violence, tu fais quand même des études que tu suis, des études que tu entames, secondaires. J'ai lu que tu as fait des études scientifiques. Oui. Voilà. Et donc, pour en arriver, pour faire un raccourci, des études scientifiques, ton premier métier, est-ce que c'est journaliste?
Oui, mais études scientifiques parce que deux influences. Mon père voulait que je devienne ingénieur de bâtiment. Ma mère voulait que je devienne médecin comme son frère aîné dont je porte le nom et le prénom. D'accord. Et moi, en respectant mes parents, j'ai dit, bon, scientifique, mon esprit était ailleurs. J'y suis allé et puis à un moment, ça ne va pas quoi. Et comment tu arrives de devenir, après les études scientifiques, de devenir journaliste? Oui, mais justement, parce qu'à un moment, en grandissant, moi, dans ma tête, je suis dans les livres, je vois un Birago Diop qui écrit, je vois Kamara Lay qui écrit, je vois Mongo Betty qui écrit. C'est des Africains, j'ai dit, tiens, est-ce qu'un jour, moi, je vais faire comme ces gens-là? C'était dans ma tête. Écrit comme eux, en français, des mots comme ça et tout ça, captiver les lecteurs. C'était ça dans ma tête, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait dans les études scientifiques, je ne sais pas. Mais c'était ça dans ma tête. Bon, le temps est passé, l'eau est passée, tout a coulé, puis j'ai oublié. J'arrive à Belgique en 2007 pour la première fois. C'était à l'occasion du festival Yambi qui a 145 artistes africains, congolais de différents décennies. On était là. Et puis un soir, on allait manger chez Alain Brezo. Et à son âme, il est mort. C'était un écrivain français, scénariste de bande dessinée. Puis Marianne Belge, il était installé en Belgique, à Boisfort aussi. Et après les repas, on parlait, je ne sais pas, c'est venu d'où, j'expliquais mon récit là, de la guerre, comment on est parti, la forêt, tout. Je crois qu'il fallait dans les détails. Et Alain me dit, c'est vrai, il faut écrire ça. Il dit, non, allez, je ne peux pas. Il dit, il faut. J'ai dit, je ne peux pas. Il insistait parce qu'il était un peu comme ça, quand il décide. Tu dois écrire. J'ai dit, allez, je ne peux pas. Il dit, tu dois écrire. Bon, je suis parti, à un moment, j'ai dit, tiens. Et puis, j'ai croisé un anthropologue belge. On va venir. On a fait un scénario de BD. On travaille sur un atelier d'écriture et scénario de BD. Il a vu mon truc. Il m'a dit, tiens, toi, tu devais écrire beaucoup parce que j'ai vu ton scénario par rapport à tes camarades, mais c'est bien écrit et tout. Et puis, il y avait un autre dessinateur belge, Eric Warno, qui était là. L'anthropologue, c'est Rafi. Rafi. Il m'a dit, oui, j'ai vu que tu écris bien, mais écoute, tu devais. J'ai dit, non, je ne peux pas. Ça a commencé à tourner dans mon esprit, quoi. À un moment, on commence à me forcer. Et puis, j'ai écrit. J'ai écrit la première mouture. Le livre n'est pas encore sorti, depuis 2007. J'ai écrit la première mouture. Là, j'ai déversé ma colère vraiment là-dessus, quoi. J'ai tout sorti. Après, j'ai fait lire le draft à un ami journaliste. Il a regardé, il a dit, c'est dangereux ce que tu fais là. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, les gens qui te citent là-dedans, tu n'as pas de preuves matérielles, ils peuvent te plaindre, tout ça. Non. Moi, j'ai été témoin vivant. Ne pense pas que la guerre a massacré tout le monde. Il y a des gens qui ont vécu pire que moi, qui sont là, qui pourraient témoigner. Il dit, non, arrête. Certains sont au pouvoir, d'autres, ce sont les enfants qui sont là. Il dit, en 1964, ce qui s'est passé à Kisangani, quand même, entre nous, soit dit, toi, tu n'as pas vécu ça. Bon, ça m'a dégoûté, j'ai laissé tomber. Je les ai écrits plus. D'accord. Mais tu as été très vite, parce que là, ton as sauté, je voulais rester un peu plus dans cette phase de début. Toujours dans les contextes de comment je suis arrivé à la littérature, je n'ai pas fini. Tout à fait. Mais je viens quand même tout du peu. Et j'ai fait une deuxième mouture. J'ai enlevé tous les noms, tous les noms. Et puis à un moment, je regarde, c'était trop plat. Ça ne m'intéressait plus, quoi. Beaucoup plus tard, 2-3 ans, je suis revenu encore là-dessus. J'ai dit, ok, j'ai ressenti ça autour de ma famille. Comment nous avons quitté Kisangani, comment nous avons vécu dans la forêt, comment on est sorti là pour Kinshasa. Et cette version-là, j'ai trouvé que pour moi, c'est pas ça. Je n'ai pas encore publié ce livre-là depuis. Ah oui, parce que franchement, là, 200 pages. Tu parles de quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Par rapport à ces œuvres, ça ne ressort pas. C'est un peu ça ma vie, quoi. Ah. Oui, donc pour en revenir à cette période-là, moi, je voudrais mentionner un excellent roman de Godefroy Mwana-Boitou, qui a été publié cette année. Et qu'on a reçu ici aussi. Qu'on a reçu ici, et j'ai eu l'honneur de l'interviewer. Donc, il fait partie de la première interview que j'ai fait cet été sur le Congo. Le roman, c'est La Maison des Merveilles. Et ça revient vraiment sur cette rébellion mouléliste. Vraiment. Et quand vous étiez en train de raconter là, ça m'a vraiment replongé dans ce récit, quoi. Donc, Mathias, est-ce que tu connais Godefroy Mwana-Boitou? Les noms, oui, mais les livres, non, j'apprends sa sortie, mais je vais chercher ça. Pour revenir de nouveau à ton récit, moi, ce qui serait, avant qu'on saute un peu toutes les étapes que tu as dit, cet environnement, donc, du jeune journaliste. Donc, toi, quand tu commences à travailler, quel est, en dehors de ce que tu as vécu, mais tu commences le métier de journalistique, quel est d'abord le domaine dans lequel tu évolues?
Ça a commencé à l'école, à la tenue de la Gombe, avec sa tenue d'école, la tenue de Kalina à Kinshasa. Et on a fait un journal de l'école qui s'appelait, je ne sais plus comment. Et les amis, c'était réservé aux élèves qui sont en 6e année, en terminale 6e année, 5e année. Moi, j'étais en 4e année, je ne pouvais pas. Mais j'ai vu la première édition, j'ai dit, tiens, la plume, je crois. Ça s'appelle la plume. Et puis, comment je vais faire pour être là-dedans? Je suis en 4e année, je ne peux pas. Et puis, à la deuxième édition, j'avais un ami, là, j'ai dit, écoute, j'ai fait une caricature, j'ai donné, j'ai dit, est-ce que vous pouvez mettre là-dedans? Et ils ont mis là-dedans. J'ai dessiné déjà à la maison, en façon. Et le journal est sorti, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a amené ça à la télévision, à la radio nationale. Et au journaliste Bassonga Nzinga, qui est déjà décédé. C'est lui qui faisait les sports, c'était les patrons des sports à la radio. Et il voulait me voir à la radio, me recevoir à la radio. Moi, je tremblais, attends, je vais aller à la radio, quoi. J'arrive là-bas, il m'a fait des éloges qui ont dépassé ma tête. Des éloges, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi ça? Moi, j'ai statonné juste. Et c'était parti de là, et puis, à l'édition suivante, j'ai été incorporé à la rédaction du journal La Plume. D'accord. J'ai dit, attends, moi j'ai décidé, il faut écrire, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et bon, les animateurs, c'était plutôt de la section littéraire. Moi, j'étais en section scientifique. D'accord. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, ok, ces gens-là de la section littéraire, je vais leur prouver qu'ils ne valent rien par rapport à ceux de la section scientifique. J'ai écrit mon premier papier qui est sorti là. Ok. Les goûts est parti de là. Je voyais des choses, je voulais maintenant m'exprimer, et puis j'ai croisé un aîné qui était à la rédaction du journal Salongo, Kikim, qui est décédé à son âme, c'est mon mentor en fait. Et moi j'écrivais le papier, je lui donnais pour correction. À un moment, il me faisait plaisir. Par moment, je voyais un petit papier sorti dans la colonne du journal Salongo. Moi j'allais à l'école, je me dis tiens, un peu publier aussi mes textes. C'était comme ça. Puis à un moment, je me libère, et puis bon, je me suis lancé un tout petit peu, et puis voilà. Je suis devenu journaliste, on a créé un peu de magazine, Disco Magazine. Moi, j'étais allé à l'imprimerie pour autre chose, pour imprimer mes dessins. Ils m'ont dit non, on va créer un magazine ici, pour. Et ils m'ont mis là-dedans. Première édition, j'ai fait une bande dessinée sur la vie de Lita Bembo et tout ça. Deuxième édition, on me dit non, arrête, tu fais ici, papa et moi, je n'ai pas question, je continue mon récit. Les patrons étaient fanatiques de papa et moi j'étais fanatique de Lita Bembo. Et puis à un moment, c'était un conflit. J'ai dit, je fais pas, et puis c'était compliqué. Et puis bon, voilà, tu ne dessines plus. Moi, ici, je ne dessine plus, j'ai quitté la rédaction. Ah non, écoute, on m'envoie faire une interview de papa et moi. Je dis, ça va pas, quoi. Je ne ferai pas. Ah non, il faut le faire, je dis, je ne fais pas. Je venais de la cité, moi, j'étais encore dans cette histoire de fanatisme. Je suis fan de Lita Bembo, moi, je ne peux pas écouter Zaïko, je ne peux pas écouter papa et moi. Moi, de voir ses papa et moi, je ne vais pas aller là-bas, donc voilà. C'était compliqué, là. Et puis finalement, je suis allé. Et papa et moi, il me reçoit. Et on a vu déjà la première édition du journal. Ah, je suis Disco Magazine, tiens, il me reçoit, il était gentil, et puis on a parlé, il est sympathique, j'ai dit, tiens, il est cool. C'était comme ça, la deuxième édition, je ne dis pas question, j'ai fait papa, moi je vais aller chercher Lita Bembo. Et c'était parti comme ça. 2 fois j'ai écrit, une fois là, je suis à la rédaction, et puis une fois là, je suis rédacteur, chef des rubriques. Beaucoup plus tard, je suis devenu secrétaire des rédactions, et j'étais devenu même rédacteur en chef. Et puis, ça évolue, c'était un gros succès. Les gens de ma génération connaissent Disco Magazine, c'est ça qui parlait de la musique. Et puis, à un moment, c'était vraiment ça pris de la plaie, parce qu'en face de nous, on avait le journal Elima Dimanche, qui sortait tous les lundis. On avait Salongo SS, Salongo Sélection, qui sortait tous les vendredis. Et nous, c'était une fois les mois. Mais le gros succès là, et finalement, il fallait étouffer Disco Magazine. Il y a eu un conflit entre les patrons du journal Salongo et les patrons du journal Elima. Il a dit, ok, je vais étouffer Elima Dimanche. Comment faire? C'est moi. Je vais t'arrêter. Parce qu'en fait, ce qui est génial, c'est que dans tes récits, en fait, on n'a presque même pas besoin de te poser des questions, parce qu'en fait, tu apportes les réponses à tout. Et donc, ici, dans la première partie, ce que je voulais faire, c'est justement présenter cette facette de journaliste. Tu viens de le faire très largement. Et tu l'as évoqué toi-même pour passer à une autre facette que tu maîtrises. Évidemment, c'est la bande dessinée. Et donc, de nouveau, en partant de tout ce que tu dis, donc tu nous parles bas, comment est-ce que, de journaliste, à un moment donné, tu passes à devenir un BDiste et éditer des bandes dessinées? C'est rare qu'on voit un journaliste qui édite des bandes dessinées. Donc la transition, comment est-ce que se fait cette transition pour acquérir aussi, une maîtrise dans ce domaine-là? C'est plutôt l'inverse. D'accord. Tout petit, à la maison, mon père avait une collection de Tintin de l'époque à la bibliothèque. On nous lisait, on nous expliquait, et puis on regardait, on aimait.
Après lecture, mes frères et mes sœurs qui étaient à la salle, la bibliothèque comme ici, moi j'ai resté. Je prends ces Tintins-là et je ne suis même pas quoi aller à l'école maternelle. J'ai décalqué les personnages, j'ai dessiné dans mes feuilles à ma façon et tout. C'était le dessin. J'ai grandi un peu comme ça. Puis à un moment, mon frère aîné, il avait tous les comic pocket. Les Zembla, Hakim, Black, et tout ça, les BD américaines, des poches. Et ma soeur, elle était dans Astérix, Schtroumpf, et Peyo et tout ça. Et moi, j'étais vraiment là-dedans et les romans photos pour ma soeur. J'étais là-dedans, j'ai copié énormément, j'ai décalqué, j'ai commencé à acheter mes BD à moi-même. Et un rêve. Est-ce qu'un jour, je peux dessiner comme Tintin? Est-ce qu'un jour, moi, je peux faire comme ceci? Est-ce qu'un jour, je peux avoir aussi un album à moi? J'ai dessiné énormément jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai fini presque le cycle primaire, 5e année primaire, pouf. Tu vois, la BD est un magazine qui sort Jeune pour Jeune. Ok. Et c'est Boyard qui dessine, Denis Boyard. Mais nous, on a vu les Noirs dans Tintin au Congo ou dans Spirou. C'est vraiment une tête de cire, quoi. Une boule noire avec un truc, tout ça. C'était ça le noir. Moi, je dessinais aussi comme ça, quoi. Voilà. Ça m'énervait, mais j'ai dessiné comme ça. Et puis, je vois, Jeune pour Jeune qui sort, on dessine des noirs. C'est juste des traits épurés et tout. Mais c'est net. Je dis, tiens, on peut dessiner aussi des noirs bien comme ça. Je change de style. J'ai copié Boyard énormément. C'était parti de là, quoi. Et j'ai dessiné jusqu'à ce que plusieurs années plus tard, je vais chercher un imprimeur parce que je voulais aussi publier mes dessins. C'est là qu'ils m'ont dit non, on a une machine qui ne s'adapte pas à ça, c'était une imprimerie typographique, mais on va acquérir une imprimerie offset. J'apprenais le mot technique ces jours-là. On me dit reste à la maison, on va te faire venir quand on aura la machine offset. Finalement, ils viennent me chercher. La machine offset est arrivée, c'est pas pour faire ma BD, mais c'est pour ces magazines-là, Disco Magazine, pour parler de la musique. Et moi, comme j'avais mes plans, j'ai dit, je mets là-dedans, ok, j'ai mis, et puis on devait changer. Non, je suis arrivé à la rédaction comme ça. C'était ça, mon départ en tant que journaliste. D'accord. Et voilà. Ok. Donc on vient de voir un petit peu la bande dessinée. Et donc ta bande dessinée, à quel moment est-ce que tu deviens professionnel de la bande dessinée? Et dans quelles conditions? Professionnel. J'ai participé à un concours de bande dessinée lancé par le journal Kalao, qui est en France. Et là, j'ai gagné, avec beaucoup d'hésitation, j'ai participé à ce concours-là, j'ai gagné le 7e prix. Ils ont sorti un album cartonné. Là, on est plus ou moins quelle année là? C'est pourquoi cet album 83, 82, Ok. 80. Les années 80. Les années 80. D'accord. Alors, la BD est sortie, il y avait beaucoup d'Africains dedans. Et moi, j'étais le 7e, là-dedans. C'était ma première publication. J'ai dit, tiens, donc j'ai pu aussi, quoi. C'était un album cartonné. Donc j'ai pu aussi. Et finalement, un jour, par un ami, je suis allé, j'ai reçu une invitation des PNUD, c'est un organisme américain au Congo. Et je devais faire une bande dessinée sur la protection de l'environnement. J'ai dessiné, on m'a donné un joli parquet d'argent. Mon père ne voulait pas que je dessine. Hein. Franchement, moi, son ingénieur, il devait faire les bâtiments ou rien, quoi. Il dessine comme ça, il me tirait les oreilles, c'était toujours comme ça. Mais moi, j'ai dessiné toujours comme un malade. Dans mes cahiers partout, on me frappait, mais je n'écoutais pas. C'était fort. Et j'ai dessiné caché. La nuit, quand tout le monde dort, moi je dessine, et puis le matin, calme. Je ne fais rien parce que mon père est là. Et quand tout le monde dort, moi je me réveille la nuit, j'ai dessiné comme ça, j'ai fini, j'ai fait le projet, accepté, grassement payé. Je ne revenais pas. Quoi. Je viens à la maison un jour, et j'ai dit à mon père, voilà, j'ai lu dans l'enveloppe, il dit c'est quoi ça? J'ai dit, regarde. Il a ouvert, il a compté les billets, c'était des billets de 100 $, il a compté les billets, il a compté, il m'a regardé. Où est-ce que tu as eu cet argent? Où est-ce que tu as eu cet argent? Moi j'avais la billet cachée dans ma chemise. J'ai dit, papa, voilà, j'ai fait ce travail avec les Américains, ils m'ont donné l'argent. Ça fait quoi? Ça. Je regarde, il tourne page. Et les personnages que j'ai utilisés, j'ai joué, je savais qu'ils n'allaient pas être d'accord. Mais tous les personnages avaient les noms de ses frères, de ses cousins, de son père, de son grand-père. Tu n'as pas été chercher loin autour. C'était juste 16 pages. Il commence à lire, il regarde, et puis, c'était sa famille qui était là-dedans. Ils t'ont donné l'argent pour ça. Oui, les Américains m'ont donné l'argent pour ça. Et qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent? C'est pour toi. Moi, j'habitais encore à la maison. Hein. Wow. C'est pour toi.
il n'avait plus de mots, quoi. Il me regarde comme ça, il ne comprenait pas. Ok, il a sorti un billet de 100 $, il dit bon, ok, je prends ça, tu prends les restes. Il dit non, moi je vis à la maison, je mange à la maison, c'est toi qui pourvois tout, et je vais faire quoi avec ça, et je te laisse. Il dit non, c'est ton argent. Juste un billet de 100 $, c'est mon lui. Puis il m'a regardé calmement, il dit ça va mon fils, maintenant tu peux dessiner. Waouh. C'est là que j'ai eu le kit. La bénédiction. Voilà. Donc, j'ai trouvé dessiner maintenant, on va plus me tirer les oreilles, donc voilà. C'était ça le départ pour la bande dessinée. Bon, pour un peu clôturer cette partie de BDiste, on peut citer un peu les bandes dessinées que tu as éditées. Hein. Donc j'ai ici pêle-mêle Panique à Kinshasa. Ça, c'est ma première bande dessinée professionnelle en tant que en solo en fait. Voilà, j'ai Fast et Frasque à Kinshasa. Ça, c'est le dernier en date. Donc je vois que le mot Kinshasa est un mot qui est aimé là. C'est mon concept en fait. J'aime beaucoup travailler sur Kinshasa. D'accord. Le Congo, mais Kinshasa. Ok. Et j'en ai pas tous, mais ici, qui est quand même une œuvre maîtresse ou pas, je ne sais pas. Où est-ce que tu places Lumumba que tu as paru en 2021, je pense. 2021, oui, c'est 60 ans dans l'au-delà. J'ai sorti cette BD. Est-ce que c'est une pièce maîtresse de ton œuvre? Je sais pas, moi je suis juste un réalisateur, un producteur, et c'est maintenant à ceux qui reçoivent de me dire c'est quoi. D'accord. Comment ils trouvent, comment ils ressentent, et comment ils voient. Moi je sais pas, j'ai mes œuvres. Ok. Évidemment. J'y vais comme un aveugle, et puis voilà. Ce qui est frappant aujourd'hui, en 2025, c'est que c'est l'année centenaire. Hein. Oui, de Lumumba. Donc effectivement, c'était quelque chose qui nous parle énormément, autant au point de vue histoire que mémoire, que symbole. Donc, alors maintenant, j'aimerais qu'on passe à une autre facette de toi, qui est celle d'auteur. Donc dans tout ça, on a vu le journaliste, on a vu le BDiste, et maintenant l'auteur. Comment est-ce que Bati Assimba devient un auteur, un écrivain? Un écrivain. Bon, j'ai dit tout à Est-ce que l'heure. tu te considères d'abord comme un écrivain au sens propre du terme? Non. Moi, dans tout ce que j'ai fait, surtout la littérature, j'ai dit que moi, je suis en train de rigoler, quoi. D'accord. Je suis en train de rigoler, je joue, j'ai fait ça pour moi, et puis, pour moi, quoi. J'écris, je me défoule, et puis je m'en fous, quoi. C'est comme ça que j'ai dit. C'est un plaisir. Ouais. Parce que aussi, quand, à un moment, je suis tombé sur un auteur, Frédéric Dard. Frédéric Dard qui écrit San Antonio à l'école. Et à l'époque, on avait l'habitude, quand on vient, on avait des romans dans notre cartable. À un moment, à la sortie, ah non, tiens, un roman, moi je disais, on peut échanger, et puis on échangeait, ah j'ai pas encore lu ça, ok, d'accord. Et quand j'ai découvert San Antonio, par mon frère, qui est décédé, qui était BDiste aussi, il dessinait mieux que moi, mon jeune frère, c'est lui qui a découvert San Antonio. Il a lu, il rigolait beaucoup. Dans la famille, on aime l'humour. Il m'a passé ça un jour, j'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, lis, tu vas rire. J'ai dit, comme ça, le style, déjanté, et puis, c'est quoi? Après, j'ai commencé à aimer, ça me bloquait un peu, il m'expliquait, puis j'ai aimé. Et à l'école, on échange, je donne à quelqu'un, il me donne son roman, moi je vais aller lire, le lendemain, il dit, non, prends ton livre, là, il est bizarre, il dit, tu l'as fait quoi? Ah non, remets mon livre, je dis, non, j'ai pas encore fini ton livre. Et finalement, j'ai pris plaisir à ça, j'ai piégé les amis. On échange, tu me donnes ton roman, moi je te donne le mien, j'ai donné toujours ça à toi, je sais qu'il ne va pas lire parce qu'il va là. Mais c'est quoi ce type-là? Il écrit bizarrement. Et moi ça me faisait rire. Mais j'ai aimé les styles. D'accord. Mais j'ai piégé les amis avec ça, ils remettaient toujours. Et j'ai dit, mais en San Antonio, j'ai découvert la liberté d'expression, comme on dit. C'est-à-dire, il écrit comme il pense, il écrit comme il veut, il se fout de tout le monde, et puis il écrit à sa façon, et puis il avance comme ça. Oui, voilà. Moi j'ai dit, tiens, mais ce type, il a ouvert un peu mon esprit. Quand j'écris, j'ai cet esprit-là de San Antonio. Je me fous de tout le monde. J'écris ce que je pense. J'écris comme je le sens. Et puis j'y vais comme ça. Voilà, comme ça, quand on me pose la question, j'ai dit, quand j'écris, c'est comment? L'inspiration, ça vient comme ça vient, ça sort comme ça sort. Pas de règles, pas de gants pour boxer. J'écris comme ça. Donc voilà. Et je me défoule, franchement, je m'amuse. Et puis bon, ça sort un livre. Et puis les gens aiment, tant mieux pour moi. Et puis c'est comme ça. Il n'y a pas de règles. Et c'est du roman, c'est... J'écris des romans, oui, j'écris des romans, mais à chaque fois, un accent un peu, c'est l'histoire. L'histoire, comme par exemple à Panique à Kinshasa, à un moment, j'ai ramassé un peu les musiciens congolais de certaines époques, qui étaient où, et venaient d'où, et la majorité, j'ai ramassé ceux qui ont habité Matonge. Ok. L'époque quoi, années 80, non? Et oui, et disons 68 à l'époque, la création des jeunes pour jeunes, et Zaïko, Stukas et tout, c'est là qui voient la musique et tout.
Mais la majorité ont habité Matongé. J'ai dit qui est venu d'où, qui a fait quoi. Parce qu'à un moment, il faut situer quand même. Si tu vois Matongé, et on parle de la place de la Victoire. Matongé et Victoire, c'est à Matongé. J'ai dit, mais pourquoi la place de la Victoire? Là aussi, ça touche un peu l'histoire. Parce que même si je suis dans le divertissement, moi je pense que l'histoire est quand même nécessaire, les patrimoines, la mémoire. On ne peut pas enseigner l'histoire de manière catégorique. Puis voilà, et c'était comme ça, non. Et dans tout ce que moi j'ai fait, j'ai écrit un pan d'histoire, une petite partie, comme ça, par petite portion, on peut constituer les puzzles pour savoir. Et pourquoi la place de la Victoire? J'en parle là-dedans, dans le roman Panique à Kinshasa. C'est une adaptation, évidemment, de cette bande dessinée Panique à Kinshasa. Pourquoi? J'ai fait Panique à Kinshasa BD, le nombre de pages limitées. Je ne me suis pas exprimé à fond. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas récupérer ça autrement? J'ai pris les scénarios, j'ai adapté en version roman. Il y a Panique à Kinshasa, il y a l'autre roman. Toutes mes BD, de toute façon, liées ou pas encore, existent en deux versions. En version bande dessinée, en version roman. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait. Et puis, le premier roman que j'ai écrit sans que ce soit un scénario de BD, c'est L'affaire à la mayonnaise. Voilà. Et donc c'est surtout, l'histoire, c'est vraiment une thématique principale dans vos romans. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là-bas. Moi, l'histoire, ça me disait rien à l'école. Je n'aimais pas, quoi. Enfin, ça m'intéressait de connaître, mais moi, verser dans l'histoire, non. Mais là, quand je suis dans ma révolte, à un moment, j'ai dit, tiens, mais je dois quand même fixer les temps. Je tombe dans l'histoire. Je ne sais pas pourquoi, finalement, aujourd'hui, dans ma bibliothèque, une bonne moitié maintenant, c'est l'histoire. Comme j'ai dit, je vais chercher les livres de tout à l'heure, là. Donc, je suis maintenant curieux, je tombe sur ça. Et j'ai acheté les livres de madame là, Chappé, qui a écrit sur Il est arrivé à Kinshasa. Lilia Bong. Lilia Bong. Je l'ai croisé à Tervuren, il m'a expliqué son récit, j'étais touché. J'ai cherché les livres, j'ai acheté. J'avais oublié d'amener l'autre fois parce que j'étais loin, je ne pouvais pas venir, il fallait que je me dédicace des livres. J'ai lu ces livres-là, mon Dieu. J'ai lu un autre livre pour qu'on n'oublie pas, je crois. Afin que tu te souviennes. Oui. Ça, c'est de Clémentine. Non, ça, c'est Maman Émilie Flore. Oui, oui, l'autre. Pardon. J'ai ça à la maison, j'ai acheté les livres. Je regarde les livres, à un moment, voilà, je suis choqué par des choses comme ça. J'ai mélangé ça à ma jeunesse avec Sangani et tout. J'ai dit non, on doit quand même à un moment. Quand ils font des témoignages comme ça, j'ai dit les Congolais doivent chercher ces livres-là. Les Congolais doivent chercher ces livres-là, lire, savoir d'où nous venons, où nous allons, qui nous sommes. Moi, ça me révolte. Je mets quand même quelques ingrédients dans mes récits et je prends ici, là, pour qu'on n'oublie pas. Évidemment, comme il a dit, pour qu'on n'oublie pas. Pour qu'on n'oublie jamais. Et voilà, je mélange un peu du tout, mais bon, voilà, il y a un peu d'histoire là-dedans. Mais j'aimerais revenir parce que justement, c'est une des casquettes supplémentaires que je voulais ajouter dans la présentation de journaliste, de BDiste, qu'est-ce que je viens de dire maintenant, d'auteur. Et si on prend donc tes dernières œuvres que tu as fait sur la musique congolaise, puisque là c'est quelque chose de spécifique et donc ça revient à ce thème de mémoire ou d'histoire. Moi quand j'ai lu un peu tous ces livres-là et donc quand je t'entends parler, c'est vraiment tous les noms que tu cites, moi ça me ramène à ma jeunesse. C'est tous des noms que j'ai qui me reviennent comme ça, que je finis par oublier. Et c'est vrai que dans mon quotidien, si personne ne vient m'en parler, ou que je ne les lis pas dans un livre, c'est quelque chose qui disparaît. Et donc le fait justement d'avoir, comme toi, des références qui viennent en reparler, c'est ça qui fait l'histoire en fait, qui s'écrit et qui donne cette mémoire. Et donc ici, cette casquette, est-ce qu'on pourrait dire, tu as quand même écrit sur la musique congolaise, une sorte de chroniqueur, une sorte de spécialité que tu as fait, donc c'est relié à ta première casquette de journaliste, d'avoir côtoyé tous ces gens-là, qui t'ont permis aujourd'hui de reverser tout un pan de mémoire de cette musique qui est un peu inconnue des nouvelles générations. C'est une grande responsabilité. Oui, parce que je me suis dit, j'ai connu ces gens-là, j'ai eu la chance de connaître ces gens-là, surtout de les fréquenter. Et puis, de tisser pratiquement une complicité avec eux, de manière à ce que quand ils avaient vraiment des problèmes, même au plan privé, ils se confiaient à toi. Ils disent voilà, tout ça, sans barrière. On a vécu vraiment comme ça, comme des amis, comme une famille, et avec tous presque. Bon, ils sont partis, beaucoup sont partis.
on est resté, et les journalistes de notre époque, dans la radio, à la télévision, que dans la presse écrite, ils n'écrivent pas leur mémoire. Personne n'écrit. Quand on sera tous passés, personne ne dira plus rien. Quand je suis sur la toile, je vois les gens qui écrivent des versions qui vont à gauche, à droite, qui vont dans tous les sens, qui à un moment qui se contredisent comme ça, sans fondement. Je me suis dit, mais cette allure, on va aller où? Demain, quand on va relire tout ça, qu'est-ce qu'on va retenir? Je me suis senti le devoir d'écrire mon mémoire. Mais pas tout ce que les gens connaissent, comment je suis allé dans les coulisses. Nos relations avec ces gens-là, en privé, en toute liberté, c'était quoi? Et j'ai écrit sur Papa Wemba, j'ai écrit sur Lita Bembo, j'ai écrit sur Emenea. Vraiment les coulisses, les confidences, surtout Papa Wemba, les confidences. Et j'ai écrit un autre sur la globalité de la musique congolaise, parce que la musique congolaise, à un moment, elle a été vraiment créée à partir de presque rien. Elle a évolué dans la création et ça s'est arrêté à un certain moment. Après, c'est des copier-coller, et qui continuent à force de copier-coller. Et puis à un moment, c'est vraiment, voilà, ça va comme ça. Est-ce que cette musique-là, on va continuer à la prendre comme ça? Et puis à un moment, je vois, ah non, c'est la rumba congolaise. Ah non, c'est le patrimoine de l'UNESCO, la rumba congolaise qui n'appartient plus à personne parce que ça devient un patrimoine immatériel. Comment est-ce possible? Patrimoine immatériel. Rochero a peiné pour écrire des textes, des chansons. Il a vraiment peiné Franco, Nico, Bokelo, Bombinga, Verkis et tout ça. Vous vous réveillez un matin comme ça, immatériel, donc ça ne appartient à personne. Ça, c'est ma compréhension. Rochero a laissé des enfants, des petits-enfants aujourd'hui. Il lève de l'air papa, ça n'appartient à personne? Non. Quand ça joue à la radio, quand ça joue à la télévision, quand ça joue dans un film, on doit payer. Il a payé pour ça. Il n'a pas travaillé quelque part ou à la retraite. Et voilà, et ça c'est de rendre des sorties. Non, il a laissé ça. Tant que ça va jouer, et ses enfants peuvent en bénéficier, ses petits-enfants, et ainsi de suite. Là non, ça n'appartient plus à personne, c'est immatériel et tout ça. Non, ça ne va pas quoi. Alors pour clôturer, en tout cas merci de nous avoir consacré ce temps. Pour clôturer, est-ce que parce que tu es un homme de plusieurs vies, est-ce que dans les jours, les années, les semaines, les mois qui viennent, est-ce que tu as encore un projet spécifique en plus de tout ce que tu as déjà fait jusque maintenant? Je suis content comment tu vis plusieurs vies, donc je vais vivre plusieurs fois. Donc quand la première vie va finir, puis j'essaierai toujours là. Merci. Oui, je suis en train de travailler comme un fou. Je travaille comme un fou. Je suis ici 3 bandes dessinées à la fois. Ok. 3 à la fois. C'est un défi que je me suis mis. Je travaille un peu comme ça des fois. 3 bandes dessinées à la fois. Je touche un peu l'histoire, puis je mélange un peu la fiction et puis l'histoire. C'était pour cette année, bon, c'est pas possible. Ce sera pour l'année prochaine. Je travaille là-dessus. Donc voilà. Une publication pour l'année prochaine. Oui, c'est ça. Une publication l'année prochaine. Et Kisangani, je ne sais pas encore quand je vais publier finalement ce livre-là de 200 pages. J'ai commencé l'adaptation en version en scénario de bande dessinée. Je vais faire 3 volumes de BD plus le livre-là. Est-ce que je dois attendre? Je ne dois pas attendre, je ne sais pas encore très bien. Mais pour le moment, il y a 3 bandes dessinées sur lesquelles je travaille. Certainement pour l'année prochaine. Donc après Kinshasa, ce sera Kisangani. Kisangani. C'est ma ville natale quand même. Oui. C'est aussi une blessure pour moi. Depuis que j'ai quitté Kisangani, je ne suis plus jamais rentré là-bas. Je suis devenu, disons, un apatride. Je suis ici, je suis en dehors des bords. Je suis plus rentré. J'ai fait lire les drafts une fois à un ami qui fait le théâtre, qui est venu d'Exangani il y a 4 ans, 5 ans. Il était à la maison, j'ai dit, écoute, regarde. Lui, à chaque fois, il était accompagné d'un de ses amis aussi. À chaque fois, il s'arrêtait. Tu étais à Kisangani quand? J'ai dit, depuis 1964, je ne suis plus rentré là. Comment est-ce possible? Mais là, j'étais ici. Mais... Et puis, il continue. Comment tu connais ces histoires? Est-ce que je ne suis plus jamais revenu? À un moment, j'ai parlé de ma première école primaire à Kisangani. Il a douté, il a mis en doute que l'école n'existait pas. Son ami a dit non. L'école existe à tel endroit, voilà. Il dit oui, justement, l'école existe. Moi, j'habitais. Donc, c'est doute. Et puis, la discussion avec son ami qui appuyait, qui dit non, c'est vrai. Moi, ça m'a réconforté parce que c'est la mémoire d'un enfant de 9 ans qui écrit, je crois, 50 ans plus tard.
Et je ne suis plus jamais rentré là-bas. Est-ce que j'ai une confusion dans la mémoire, les détails? Quand je vois la discussion entre les deux qui vivent avec Sangani, je dis mince. Mais Donc, c'est pas je suis étonnant. pas dans les fous, Oui. ça m'a rassuré. Oui, parce que c'est l'enfance, vos premières Quand images, j'ai- donc ça reste. Quand j'ai écrit, c'était fluide. C'est comme si ça s'est passé hier. C'est comme si je voyais comme ça. J'ai écrit vraiment, je n'arrêtais pas jusqu'à la fin. Bon, je ne peux pas faire lire ça. Mon père, il est mort, ma mère est décédée. Qui va me faire les retours? Quand ces amis-là sont arrivés, 2, 3, 4 ans plus tard, ils ont lu ça, commencé à discuter. J'ai dit, mince. Et donc, je n'étais pas dans les faux. Ma mémoire a retenu quand même des choses essentielles. Donc voilà, ça m'a fait du bien. Oui, oui. Oui. Moi, Ça ouais. promet donc des choses à dire, des choses à faire. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui pour vous ce remercie. bon Oui, moment. merci beaucoup. Et